Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Jules Verne, écrivain français né en 1820 et mort en 1905. Sa bibliographie est constituée principalement de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du 19e. L'œuvre que je vais vous conter maintenant s'appelle De la Terre à la Lune en 97 heures 20 minutes. Cette œuvre d'anticipation, parue en 1865, relate comment, après la fin de la guerre de Sécession, une association d'artilleurs et de scientifiques liés à l'industrie militaire tente d'envoyer sur la Lune un obus habité par 3 hommes. De la Terre à la Lune forme la première partie d'un diptyque qui se clôt avec Autour de la Lune, paru 4 ans plus tard. Plusieurs personnages de ces romans sont remis en scène dans Sans dessus-dessous, publié 20 ans plus tard, sans grand succès puisque redécouvert en 1975. Cette œuvre est devenue une référence dans le domaine de la science-fiction, puisqu'elle a été adaptée plusieurs fois, notamment au cinéma et à la télévision, dès 1902 avec Georges Méliès et son Voyage dans la Lune. Chapitre 1, le Gun Club. Pendant la guerre fédérale des États-Unis, un nouveau club très influent s'établit dans la ville de Baltimore, en plein Maryland. On sait avec quelle énergie l'instinct militaire se développa chez ce peuple d'armateurs, de marchands et de mécaniciens. De simples négociants enjambèrent leur comptoir pour s'improviser capitaines, colonels, généraux. Sans avoir passé par les écoles d'application de West Point, ils égalèrent bientôt dans l'art de la guerre. Leurs collègues du vieux continent, et comme eux, ils remportèrent des victoires à force de prodiguer les boulets, les millions et les hommes. Mais en quoi les Américains surpassèrent singulièrement les Européens, ce fut dans la science de la balistique. Non que leurs armes atteignissent un plus haut degré de perfection, mais elles offrirent des dimensions inusitées et eurent par conséquent des portées inconnues jusqu'alors. En fait de tirs rasants, plongeants ou de plein fouet, de feux d'écharpe, d'enfilade ou de revers, les Anglais, les Français, les Prussiens n'ont plus rien à apprendre. Mais leurs canons, leurs obusiers, leurs mortiers ne sont que des pistolets de poche auprès des formidables engins de l'artillerie américaine. Ceci ne doit étonner personne, les Yankees, les premiers mécaniciens du monde, sont ingénieurs, comme les Italiens sont musiciens et les Allemands métaphysiciens de naissance. Rien de plus naturel dès lors que les voir apporter dans la science de la balistique leur audacieuse ingéniosité. De là ces canons gigantesques, beaucoup moins utiles que les machines à coudre, mais aussi étonnants et encore plus admirés. On connaît en ce genre les merveilles de Parrott, de Dahlgren, de Rodman. Les Armstrong, les Pallissier et les Treuil de Beaulieu n'eurent plus qu'à s'incliner devant leurs rivaux d'outre-mer. Donc, pendant cette terrible lutte des nordistes et des sudistes, les artilleurs tinrent le haut du pavé, les journaux de l'Union célébraient leur invention avec enthousiasme, et il n'était si mince marchand, si naïf body, qui ne cassa jour et nuit la tête à calculer des trajectoires insensées. Or, quand un Américain a une idée, il cherche un second Américain qui la partage. Sont-ils 3? Ils élisent un président et 2 secrétaires. 4, ils nomment un archiviste et le bureau fonctionne. 5, ils se convoquent en assemblée générale et le club est constitué. Ainsi arriva-t-il à Baltimore. Le premier qui inventa un nouveau canon s'associa avec le premier qui le fondit et le premier qui le fora. Tel fut le noyau du Gun Club. Un mois après sa formation, il comptait 1833 membres effectifs et 30 565 membres correspondants. Une condition sine qua non était imposée à toute personne qui voulait entrer dans l'association. La condition d'avoir imaginé ou, tout du moins, perfectionné un canon. À défaut de canon, une arme à feu quelconque. Mais pour tout dire, les inventeurs de revolvers à 15 coups, de carabines pivotantes ou de sabres pistolets ne jouissaient pas d'une grande considération. Les artilleurs les brimaient en toutes circonstances. L'estime qu'ils obtiennent, dit un jour un des plus savants orateurs du Gun Club, est proportionnelle aux masses de leurs canons et en raison directe du carré des distances atteintes par leurs projectiles. Un peu plus, c'était la loi de Newton sur la gravitation universelle transportée dans l'ordre moral.
Le Gun Club fondé, on se figure aisément ce que produit en ce genre de génie inventif des Américains. Les engins de guerre prirent des proportions colossales et les projectiles allèrent au-delà des limites permises, coupés en deux des promeneurs inoffensifs. Toutes ces inventions laissèrent loin derrière elles les timides instruments de l'artillerie européenne, qu'on juge par les chiffres suivants. Jadis, au bon temps, un boulet de 36 à une distance de 300 pieds traversait 36 chevaux pris de flanc et 68 hommes. C'était l'enfance de l'art. Depuis lors, les projectiles ont fait du chemin. Le canon Rodman, qui portait à 7000 un boulet pesant une demi-tonne, aurait facilement renversé 150 chevaux et 300 hommes. Il fut même question au Gun Club d'en faire une épreuve solennelle, mais si les chevaux consentirent à tenter l'expérience, les hommes firent malheureusement défaut. Quoi qu'il en soit, l'effet de ces canons était très meurtrier, et à chaque décharge, les combattants tombaient comme les épis sous la faux. Que signifiait auprès de tels projectiles ce fameux boulet qui, à Coutras, en 1587, mit 25 hommes hors de combat, et cet autre qui, à Zornhof, en 1758, tua 40 Fantasiens, et en 1742, ce canon autrichien de Kassendorf, dont chaque coup jetait 70 ennemis par terre. Qu'étaient ces feux surprenants d'Inéa ou d'Austerlitz qui décidaient du sort de la bataille? On en avait vu bien d'autres pendant la guerre fédérale. Au combat de Gettysburg, un projectile conique lancé par un canon rayé atteignit 173 confédérés, et au passage du Potomac, un boulet Rodman envoya 215 sudistes dans un monde évidemment meilleur. Il faut mentionner également un mortier formidable inventé par J.T. Maston, membre distingué et secrétaire perpétuel du Gun Club, dont le résultat fut bien autrement meurtrier, puisqu'à son coup d'essai, il tua 337 personnes en éclatant, il est vrai. Qu'ajouter à ces nombres si éloquents par eux-mêmes? Rien. Aussi admettra-t-on sans conteste le calcul suivant obtenu par le statisticien Pitcairn. En divisant le nombre des victimes tombées sous les boulets par celui des membres du Gun Club, il trouva que chacun de ceux-ci avait tué pour son compte une moyenne de 2375 hommes et une fraction. À considérer un pareil chiffre, il est évident que l'unique préoccupation de cette société savante fut la destruction de l'humanité dans un but philanthropique et le perfectionnement des armes de guerre considérées comme instruments de civilisation. C'était une réunion d'anges exterminateurs, au demeurant les meilleurs fils du monde. Il faut ajouter que ces Yankees, braves à toute épreuve, ne s'en tinrent pas seulement aux formules et qu'ils payèrent de leur personne. On comptait parmi eux des officiers de tout grade, lieutenants ou généraux, des militaires de tout âge, ceux qui débutaient dans la carrière des armes et ceux qui vieillissaient sur leurs affûts. Beaucoup restèrent sur le champ de bataille, dont les noms figuraient au livre d'honneur du Gun Club. Et de ceux qui revinrent, la plupart portaient des marques de leurs indiscutables intrépidités. Béquilles, jambes de bois, bras articulés, mains à crochets, mâchoires en caoutchouc, crâne en argent, nez en plastine, rien ne manquait à la connexion, et le susdit Pitcairn calcula également que dans le Gun Club, il n'y avait pas tout à fait un bras pour 4 personnes et seulement 2 jambes pour 6. Mais ces vaillants artilleurs n'y regardaient pas de si près et ils se sentaient fiers à bon droit. Quand le butin d'une bataille relevait un nombre de victimes décuplé de la quantité de projectiles dépensés. Un jour pourtant, triste et lamentable jour, la paix fut signée par les survivants de la guerre. Les détonations cessèrent peu à peu, les mortiers se turent, les obusiers muselés pour longtemps, et les canons, la tête basse, rentrèrent aux arsenaux, les boulets s'empilèrent dans les parcs, les souvenirs sanglants s'effacèrent, les cotonniers poussèrent magnifiquement dans les champs largement engraissés, les vêtements de deuil achevèrent de s'user avec les douleurs et le Gun Club demeura plongé dans un désœuvrement profond. Certains piocheurs, des travailleurs acharnés, se livraient bien encore à des calculs de balistique, ils rêvaient toujours de bombes gigantesques et d'obus incomparables. Mais sans la pratique, pourquoi ces vilaines théories? Aussi les salles devenaient désertes, les domestiques dormaient dans les antichambres, les journaux moisissaient sur les tables, les coins obscurs retentissaient de ronflements tristes, et les membres du Gun Club, jadis si bruyants, maintenant réduits au silence dans une paix désastreuse, s'endormirent dans les rêveries de l'artillerie platonique. « C'est désolant !» dit un soir le brave Tom Hunter pendant que ses jambes de bois se carbonisaient dans la cheminée du fumoir. «
Rien à faire, rien à espérer. Quelle existence fastidieuse! Où est le temps où le canon vous réveillait chaque matin et par ses joyeuses détonations? Ce temps-là n'est plus, répondit le fringant Bilsby, en cherchant à se détirer les bras qui lui manquaient. C'était un plaisir alors. On inventait son obusier et à peine fondu, on courait l'essayer devant l'ennemi, puis on rentrait au camp avec un encouragement de Sherman ou une poignée de main de McClellan. Mais aujourd'hui, les généraux sont retournés à leur comptoir et au lieu de projectiles, ils expédient d'inoffensives balles de coton. Ah, par Sainte-Barbe, l'avenir de l'artillerie est perdu en Amérique. Oui, Bilsby, s'écria le colonel Bloomsbury, voici de cruelles déceptions. Un jour on quitte ses habitudes tranquilles, on s'exerce au maniement des armes, on abandonne Baltimore pour les champs de bataille, on se conduit en héros, et 2, 3 ans plus tard, il faut perdre le fruit de tant de fatigue, s'endormir dans une déplorable oisiveté et fourrer ses mains dans ses poches. Quoi qu'il pût dire, le vaillant colonel n'eût été fort empêché de donner une pareille marque de désœuvrement, et cependant ce n'étaient pas les poches qui lui manquaient. Et nulle guerre en perspective, dit alors le fameux J.T. Maston en grattant de son crochet de fer son crâne en gutta-percha. Pas un nuage à l'horizon, et cela quand il y a tant à faire dans la science de l'artillerie. Moi qui vous parle, j'ai terminé ce matin une épure avec plan, coupe et élévation d'un mortier destiné à changer les lois de la guerre. Vraiment? Répliqua Tom Hunter en songeant involontairement au dernier essai de l'honorable J.T. Maston. Vraiment, répondit celui-ci. Mais à quoi servirait tant d'études menées à la bonne fin, tant de difficultés vaincues? N'est-ce pas travailler en pure perte? Les peuples du Nouveau Monde semblent s'être donné le mot pour vivre en paix, et notre belliqueux tribune en arrivant à pronostiquer de prochaines catastrophes dues à l'accroissement scandaleux des populations. Cependant, Maston, reprit le colonel Bloomsbury, on se bat toujours en Europe pour soutenir le principe des nationalités. Eh bien, il y aura peut-être quelque chose à tenter là-bas si on acceptait nos services. Y pensez-vous? S'écria Bisbee. Faire de la balistique au profit des étrangers? Cela vaudrait mieux que de n'en faire du tout, riposta le colonel. Sans doute, dit J.T. Maston. Cela vaudrait mieux, mais il ne faut pas songer à cet expédient. Et pourquoi cela? Demande le colonel. Parce qu'ils ont dans le vieux monde des idées sur l'avancement qui contrarieraient toutes nos habitudes américaines. Ces gens-là ne s'imaginent pas qu'on puisse devenir général en chef avant d'avoir servi comme sous-lieutenant, ce qui reviendrait à dire qu'on ne saurait être bon pointeur à moins d'avoir fondu le canon soi-même. Or, c'est tout simplement... Absurde, répliqua Tom Hunter en déchiquetant les bras de son fauteuil à coups de bowie knife. Et puisque les choses en sont là, il ne nous reste plus qu'à planter du tabac ou à distiller de l'huile de baleine. Comment? S'écria J.T. Maston d'une voix retentissante. Ces dernières années de notre existence, nous les emploierons pas au perfectionnement des armes à feu. Une nouvelle occasion ne se rencontrera pas d'essayer la portée de nos projectiles. L'atmosphère ne s'illuminera plus sous l'éclair de nos canons. Il ne surgira pas une difficulté internationale qui nous permette de déclarer la guerre à quelque puissance transatlantique. Les Français ne couleront pas un seul de nos steamers et les Anglais ne prendront pas au mépris du droit des gens 3 ou 4 de nos nationaux. Non, Maston, répondit le colonel Bloomsbury. Nous n'aurons pas ce bonheur, non. Pas un de ces incidents ne se produira et ne se produit-il. Nous n'en profiterons même pas. La subtilité américaine s'en va de jour en jour et nous tomberons en quenouille. Oui, nous nous humilions, répliqua Bisbee. Et on nous humilie, riposta Tom Hunter. Tout cela n'est que trop vrai, répliqua J.T. Maston avec une nouvelle véhémence. Il y a l'air 1000 raisons de se battre et on ne se bat pas. On économise des bras, des jambes, et cela au profit de gens qui ne savent que en faire. Et tenez, sans chercher si loin un motif de guerre, l'Amérique du Nord n'a-t-elle pas appartenu autrefois aux Anglais? Sans doute, répondit Tom Hunter en tisonnant avec rage du bout de sa béquille. Eh bien, reprit J.T. Maston. Pourquoi l'Angleterre, à son tour, n'appartiendrait-elle pas aux Américains? Ce ne serait que justice, riposta le colonel Bloomsbury. Allez proposer cela au président des États-Unis, s'écria J.T. Maston, et vous verrez comme il vous recevra. Il nous recevra mal, murmura Bisbee dans les 4 dents qu'il avait sauvées de la bataille. Par ma foi, s'écria J.T. Maston, aux prochaines élections, il n'y a que faire de compter sur ma voix. Ni sur les nôtres,
répondirent un commun accord les belliqueux invalides. En attendant, reprit J.T. Maston, et pour conclure, si l'on ne fournit pas l'occasion d'essayer mon nouveau mortier sur un vrai champ de bataille, je donne ma démission de membre du Gun Club et je cours m'enterrer dans la savane de l'Arkansas. Nous vous y suivrons, répondirent les interlocuteurs de l'audacieux J.T. Maston. Or, les choses en étaient là, les esprits se montèrent de plus en plus, et le club était menacé d'une dissolution prochaine, quand un événement inattendu vient empêcher cette regrettable catastrophe. Le lendemain même de cette conversation, chaque membre du cercle recevait une circulaire libellée en ces termes. Baltimore, 3 octobre. Le président du Gun Club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du 5 courant, il leur fera une communication de nature à les intéresser vivement. En conséquence, il est pris toute affaire cessante de se rendre à l'invitation qu'il leur est faite par la présente. Très cordialement, leur Impey Barbicane, PGC. Merci à tous ceux qui auront écouté ce premier chapitre et j'espère vous revoir très bientôt pour avoir la suite du livre que je tâcherai de vous faire le plus rapidement possible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos avis et puis pourquoi pas aimer la vidéo. Sachez que pour l'instant, mon seul micro est une paire d'écouteurs, donc forcément il y a eu quelques variations au niveau de la voix que je tâcherai d'améliorer par la suite. Mais voilà, si je vois que vous êtes suffisamment intéressé par l'expérience, je tâcherai de prendre du meilleur matériel pour la suite de cette chaîne. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures!